Mon sujet de thèse, effectivement, comme il a été résumé, je travaille sur l'histoire et la littérature et de voir comment la littérature peut être utilisée en histoire, comment on peut sortir d'un cadre qui a été très souvent celui de dire la littérature n'est qu'un sous-genre et qu'il n'y a aucun intérêt à l'utiliser uniquement pour compléter des informations que l'on trouve dans les archives. Donc l'idée, c'est que, en fait, écrire l'histoire, si on se base sur l'étymologie même du mot qui vient du grec, qui veut dire enquête, écrire l'histoire, c'est le fait d'écrire des faits, retracer des vies et retrouver une vérité sur le passé. Par conséquent, pour arriver à ces moyens, les historiens de la fin du 19e siècle ont mis en avant l'idée que l'histoire était une science et que par conséquent, elle devait se baser sur des éléments concrets. Quels éléments concrets nous avons? Nous avons les archives différentes qui sont économiques. Il fallait quelque chose de matériel. Seulement, on a mis de côté, on va dire, toute cette partie immatérielle qui était, donc par exemple, tout ce qui était la peinture, la littérature, de fait que ce n'était pas quelque chose de sérieux. Par exemple, un roman n'est pas si sérieux comparé à des archives qui vous disent il y a eu tant de bateaux passés dans le port de La Rochelle. Seulement, cette question, elle a été remise au goût du jour petit à petit, au point qu'aujourd'hui, certains chercheurs ne peuvent plus dire que la littérature n'est pas utile à l'histoire, mais qu'au contraire, elle est porteuse d'un savoir et qu'il est important pour l'historien de savoir le décrypter. Alors là, en particulier, le sujet portant sur les révolutions, il est intéressant de voir que quand on travaille certains romans ou sur certains livres, on s'aperçoit que, eh bien, il y a des éléments qui nous permettent plus ou moins de comprendre la Révolution, ou du moins de comprendre l'environnement qui était celui du moment où ces hommes et ces femmes se sont battus et se sont révoltés contre une situation qui leur paraissait particulièrement intenable. Alors par contre, pour cette présentation, j'ai fait quelque chose d'assez simple, c'est-à-dire que je vais vous montrer plusieurs exemples de révolutions et quels ont été les traitements faits par des romanciers et comment, d'une manière assez, on va dire, superficielle, sans rentrer trop dans le détail, on peut interpréter certains éléments. Alors, la première des révolutions que j'aimerais traiter, c'est la Révolution française. Donc, je vous ai mis les dates 1789-1799. Et c'est avec les deux romans qui sont présentés ci-dessus, donc Les Chouans d'Honoré de Balzac, qui date de mars 1829, et 93 de Victor Hugo, qui date de 1874. Alors, je vais vous mettre, j'ai mis deux citations des romans, donc la femme du premier consul est vieille, et celle-ci est jeune, reprit Hulot. D'ailleurs, l'ordre que j'ai reçu du ministre m'apprend qu'elle se nomme Mademoiselle de Verneuil. C'est une ci-devant. Est-ce que je connais pas ça? Avant la Révolution, elle faisait tout ce métier-là. On devenait alors, en 2 temps 6 mouvements, chef de demi-brigade. Il ne s'agissait que de leur bien dire 2 ou 3 fois « mon cœur ». Cet homme-là, disait le jeune marin à l'oreille de l'hôtesse, et quelque espion de Fouché, il a la police gravée sur la figure, et je jurerais que la tâche qu'il conserve au menton est de la boue de Paris, mais à bon chat, bon. Alors, les Chouans retracent à peu près l'histoire de cette révolte qui a eu lieu en Bretagne au moment de la Révolution française, qui est une révolte royaliste. Et si j'ai mis ces deux citations, j'aurais pu en mettre plein d'autres dans le roman, c'est parce qu'elles sont particulières dans un sens où elles retracent vraiment leur époque. Alors, la femme du premier consul est vieille. Si vous connaissez un peu vos manuels d'histoire, le premier consul à l'époque, c'est Napoléon Bonaparte et sa femme, c'est Joséphine. Joséphine, lorsqu'il se marie avec elle, elle est quand même, on va dire, d'un âge avancé pour l'époque. Elle devait avoir une quarantaine d'années. Ce qui est intéressant, c'est aussi la représentation que ces femmes un peu de la noblesse pouvaient avoir, et notamment dans la phrase « Elle faisait tout ce métier-là, on devenait alors en 2 temps 6 mouvements chef de demi-brigade ». Il suffit de voir comment Joséphine, c'est pour ça que l'exemple est intéressant, c'est Joséphine qui a plus ou moins fait mettre en avant Napoléon quand ils étaient à une époque où ils étaient amants. Elle a fait en sorte qu'il obtienne des avantages vis-à-vis de Barès et du directoire. Et effectivement, c'était une certaine façon, par une dame, de devenir à peu près une personnalité de l'époque. L'autre citation, j'ai mis Fouché, parce que Fouché était le ministre de la police à l'époque de la Révolution et après sous Napoléon.
L'autre citation que j'ai mis, c'est le début, c'est une partie de 93 de Victor Hugo. Donc lui, il se passe beaucoup plus tôt, puisque les Chouans se déroulent à peu près dans une partie à la même époque que les guerres de Vendée. Et donc, il fait mention effectivement de la Convention, et un peu plus loin dans le roman, il parle de Marat, puisqu'il met en scène une situation imaginaire où Marat, Danton et Robespierre se rencontrent et discutent. Et j'aime beaucoup la citation, puisque, comme on le sait, Marat avait des problèmes de santé, notamment des problèmes de peau, et il est fait mention de son passage en robe de chambre dans les rues de Paris, jusqu'à la rencontre avec les autres personnages. Alors, en quoi on pourrait se dire, ces citations, ça reste du roman, ça reste de la fiction? En fait, elles sont intéressantes dans la mesure où, déjà, elles nous permettent de retracer un contexte, et aussi, plus ou moins, d'avoir un peu cette perception qu'ont pu avoir les auteurs de l'histoire. Le roman Les Chouans de Balzac, en fait, l'histoire ne sert que de prétexte, c'est-à-dire que c'est une situation où il met un peu une sorte de roman d'espionnage, pourrait-on dire, avec beaucoup d'anachronismes, où les personnages, en fait, comment la fameuse femme qui va en Bretagne doit séduire le chef des Chouans, et bien évidemment, il y a des trahisons, il y a des retournements de situation, c'est absolument extraordinaire, mais l'histoire ici a un intérêt plus dans la représentation plus véritable, en fait, sert de tableau, mais n'est pas le fond du sujet. Alors que 93 de Victor Hugo, il y a des questions qui, aujourd'hui encore, sont extrêmement d'actualité quand on parle de la Révolution française. Ce sont les exactions durant les guerres de Vendée et les chouanneries. Par exemple, dans 93, Victor Hugo présente à la fois les méfaits qui ont été faits par les Vendéens, mais en même temps par les révolutionnaires. Il n'y a pas cette volonté de cacher, puisque pendant très longtemps, la Révolution française a été présentée comme les gentils révolutionnaires qui, certes, ont dû aller faire des guerres en Vendée, mais en même temps, c'est parce que les Vendéens étaient royalistes. Oui, mais il n'y a pas eu que ces éléments-là qui sont effectivement présents. Et donc, ça nous permet aussi, plus ou moins, donc là, c'est une carte qui représente la situation française au moment des Chouans et des guerres de Vendée. On s'aperçoit que la situation est assez compliquée. Alors, Balzac n'est pas dans un esprit, on va dire, de littérature ou de critique de l'histoire et de mise en avant de certains faits, contrairement à Victor Hugo, qui lui, vraiment, a l'histoire a une place primordiale dans le récit. Donc là, c'est un exemple d'un domaine qui a été peint, enfin qui a été dessiné par Victor Hugo, qui a été repris dans les éditions de 93 plus tard. Alors, la deuxième révolution, pourrait-on dire, que j'aimerais traiter, alors là, j'ai pas mis le roman, la couverture du roman, parce que je suis sûr que vous connaissez tous ce petit personnage. Ne vous battez pas pour répondre, ce n'est pas grave. C'est Cosette, donc je vais parler des Misérables, qui datent de 1862. Alors, les deux citations que j'ai mises, trois plus exactement. Au coup de feu, au cri des gardes frappés, les assaillants avaient gravi le retranchement sur le sommet duquel on voyait maintenant se dresser plus d'à mi-corps et en foule des gardes municipaux, des soldats de la ligne, des gardes nationaux de la banlieue, le fusil au poing. Ils couvraient déjà plus de 2/3 du barrage, mais ils ne sautaient pas dans l'enceinte, comme s'ils balançaient, craignant quelques pièges. Ils regardaient dans la barricade obscure comme on regarderait dans une tanière de lion. La lueur de la torche n'éclairait que les baïonnettes, les bonnets à poil et le haut des visages inquiets et irrités. Marius n'avait plus d'armes. Il avait jeté ses pistolets déchargés, mais il avait aperçu le baril de poudre dans la salle basse près de la porte. Et la dernière citation, qui est intéressante aussi, « Et où loges-tu ? Dans l'éléphant, dit Gavroche. » Montparnasse, quoique de sa nature peu étonné, ne put retenir une exclamation. « Dans l'éléphant ? Eh bien oui, dans l'éléphant, reprit Gavroche, qu'est-ce que ça ?» Alors, ces citations dans Les Misérables, l'histoire se déroule, comme on le sait, sur plusieurs périodes. Donc, il y a la période, on va dire, fin de l'Empire, du Premier Empire, avec d'autres éléments autour de la vie de Jean Valjean. Et Victor Hugo place une partie de son récit durant les émeutes populaires de 1862. Le choix n'est pas anodin, puisque c'est une révolte républicaine, où les républicains vont essayer de faire un coup d'État, et il y est mention de barricades et de volonté de se battre. Alors, bon, la liberté guidant le peuple, elle représente les Trois Glorieuses, qui ont lieu le 27, 28 et 29 juillet 1830, mais
on retrouve un peu cette même idée de barricade que le dessin en dessous présente. En fait, Victor Hugo, il est de Besançon, mais il était sur Paris au moment de ces événements, donc il les a vécus d'une certaine façon, il a été un observateur. Et les descriptions qu'il en fait sont assez présentes et sont assez vivantes dans la mesure où il y avait un peu des éléments du réel qu'il a retranscrits dans le roman. Alors l'autre intérêt, donc comme on peut le voir, donc sur le dessin qui est ici, on voit donc là c'est Gavroche, donc là ce sont d'autres personnages, mais on retrouve un peu ces personnages un peu en situation compliquée. Et l'éléphant, le fameux éléphant, si on en parle, c'est parce que aujourd'hui, place de la Bastille trône la colonne de Juillet, qui reprend les événements de la Révolution de Juillet, mais pendant très longtemps, il y a eu un éléphant en plâtre qui était une taille d'éléphant, hein, qui faisait à l'échelle 1. Et cet éléphant, c'était le projet d'une fontaine qui avait été faite par Napoléon. Et pendant très longtemps, il est resté là, il se dégradait et il a été finalement abattu en 1846. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'en fait, cet éléphant, on en a quelques traces, on trouve quelques plans, mais c'est véritablement à travers le récit de Victor Hugo qu'il a toute sa place, puisque Gavroche y a élu plus ou moins un peu résidence. Ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire que ce traitement de la révolution de l'événement de 1832 a comme intérêt de voir que le roman sort en 1862 au moment du Second Empire, et notamment à la période où Victor Hugo est en exil et est plus ou moins banni par le régime parce qu'il a tout de suite combattu le coup d'État fait par Louis-Napoléon Bonaparte. Donc ce passage n'est pas anodin dans un sens aussi où il y a aussi, comme dans 93, un peu une volonté de mettre en avant un événement historique, mais avec une lecture extrêmement républicaine et extrêmement de dire la République est ce qu'il y a de mieux, cette tentative a échoué parce que la violence des régimes s'est faite sentir. Alors le troisième événement que je souhaiterais présenter aussi, c'est la Commune de Paris, qui elle a eu lieu du 26 mars au 20 mai 1871, à travers une nouvelle qui se trouve dans le recueil de nouvelles Le Roi en jaune de Robert Chambers. Alors, si vous avez suivi la première saison de True Detective, que je vous conseille, hein, c'est très bien, il y a la mention du Roi en jaune, parce que Le Roi en jaune, ce serait un ouvrage d'une pièce de théâtre qui rendrait fou tous les lecteurs et qui aurait ce serait un peu... Chambers a fortement influencé Lovecraft et tous les auteurs un peu de fantastique horreur. Et dans ce recueil de nouvelles qui est paru, donc The King in Yellow, il y a une nouvelle qui a été écrite par Chambers qui s'appelle La rue du premier obus. Alors, dit comme ça, ce n'est pas clair, donc les pages mentionnées sont celles de l'édition de poche. Mais quand j'entends les obus, alors donc voilà, vois-tu avant le siège, les fusées déchiraient le ciel l'une après l'autre, et maintenant, depuis Montmartre, le canon tonnait et les batteries de Montparnasse se joignirent à lui à grand fracas. C'est tout près, il en était certain, car le colonel cria en avant et le premier bataillon s'y précipita. Il en sentit le souffle et trembla, mais il fonça lui aussi. Une terrible déflagration vers l'avant le figea sur place. Cette nouvelle n'a rien à voir avec le reste des nouvelles qui sont autour du Roi en jaune, de la déchéance mentale de certains personnages qui ont lu cette pièce de théâtre. Et cette nouvelle se passe durant le siège de la ville de Paris et pendant la Commune. Pour rappel, la ville de Paris, après la défaite de 1870 à Sedan, se retrouve encerclée par les forces prussiennes et un gouvernement remplace le Second Empire et déclare l'armistice, déclare même la fin des combats en disant « la France a perdu, les Prussiens ont gagné ». Seulement, les forces, on va dire, légales veulent reprendre les canons qui ont servi à la défense de Paris aux Parisiens et cela est perçu comme un acte de guerre des habitants de la ville qui vont s'insurger et vont créer une commune et qui vont se mettre en situation dans une situation illégale dans un sens puisqu'ils vont être à côté de l'État, de la nation. Et ces passages qui sont décrits, c'est que
pendant cette commune, les forces versaillaises, donc les forces, on va dire régulières, ont tenté de récupérer, la ville en fait. Et c'est ce que décrit ce passage, notamment lorsque les bataillons sortent pour aller essayer de combattre les forces légales. Seulement, comme on l'apprend plus tard, à partir du 22 mai, ça commence à tourner au vinaigre pour les communards, et on sait tous comment ça s'est terminé. C'est par la fusillade. En fait, les fédérés en fait se sont retrouvés sur le mur du cimetière du Père-Lachaise, et ils ont été tous exécutés les uns derrière les autres par les forces de Versailles. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment en fait un auteur américain qui n'est jamais allé pendant la Commune de Paris, parce que je le rappelle, il est né en 1865, donc il avait 6 ans quand cela s'est passé. Ce qui est intéressant, c'est de voir sa lecture qu'il a faite de cet événement de Paris et comment il l'a retranscrite, puisque dans sa nouvelle, ce sont 2 Américains, il y a 2-3 Américains qui sont ici pour essayer de combattre pour les valeurs républicaines, pour les valeurs que distillent les communards, et c'est assez intéressant de voir quelles sont les interprétations et cette description presque quasi par moment journalistique, puisqu'il va vraiment décrire les scènes de combat, les corps qui explosent, des choses comme ça. On peut penser que c'est aussi un peu une réminiscence de ce qui s'est passé avec la guerre de sécession, puisque la guerre de sécession, pour rappel, est une des premières vraies guerres modernes avec emploi d'armes technologiques nouvelles comme les Gatling, les canons sur des trains, des choses comme ça. Donc il y a un peu aussi ces restes de la guerre de sécession, et qui ont certes peut-être trouvé écho chez Chambers dans la Commune de Paris, et aussi dans cet imaginaire qui est celui du peuple se battant pour ses droits. Et donc dans l'extrait, il parle, donc on voit effectivement les troupes qui sortent et qui se battent pour aller au combat. Quatrième événement que j'aimerais présenter, là je l'ai plus traité dans ma thèse, c'est l'événement de Canudos qui se passe au Brésil à la fin du 19e siècle. Alors les citations sont un peu longues, je vous laisse les lire. Ce qu'il faut savoir, c'est que Mario Vargas Llosa publie ce livre en 1981 et relate des événements qui ont lieu de 1896. On peut penser que c'est un peu, il y a une distance qui est beaucoup trop longue. Pour rappel, Victor Hugo a à peu près 70 ans entre 93 et les événements qu'il décrit. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment le romancier va traiter les informations qu'il a. Pour expliquer très simplement, Canudos, c'est une révolution millénariste, c'est-à-dire de personnes religieuses qui croient que la fin du monde va arriver. Et ils s'installent dans un petit village qui s'appelle Canudos, et à Canudos, ils vont mener une révolte contre le pouvoir brésilien en place, qui est la Nouvelle République, qui est apparue en 1889. Karina serait là, elle serait plus explicative. Mais il y a un peu dans cette description faite par Mario Vargas Llosa dès l'époque, d'une critique en fait du positionnement de la République. Et en fait, comme je parlais de résonance, on a cette résonance du fait que le roman écrit par Vargas Llosa se passe à une période au Pérou où il y a ce qu'on appelle le Sentier lumineux. Le Sentier lumineux, c'est une révolution, c'est un peu une révolte qui est mise en place par des militants communistes et qui ont un peu cette même façon d'agir que les personnages millénaristes de Canudos. Et donc, comme il en parle, il y a en fait à Canudos, c'est un personnage un peu autodidacte qui s'appelle le conseiller. Alors en brésilien, je le prononce très mal, c'est Antonio Conselheiro. Et ce personnage va dire, en fait, la République, c'est l'Antéchrist, on attend le retour du roi Sébastien Ier, qui sera le sauveur, celui qui va nous ramener devant l'Éternel. Et on voit que, par exemple, qui veut se sauver doit aller à Canudos, car le reste du monde est tombé entre les mains de l'Antéchrist. Et l'avantage de ce roman, c'est qu'il va décrire la vie à l'intérieur du village de Canudos, à l'inverse de ce qu'avait pu faire un journaliste brésilien du début du XXe siècle, qui lui n'avait fait qu'une description purement
journalistique extrêmement un peu à la manière d'un roman de Zola, c'est-à-dire il décrit le lieu, quelles sont les conditions des lieux, qui sont les personnages qui vont y aller, pourquoi ils y vont, sans vraiment essayer de comprendre les intentions pures et d'essayer de se mettre à la place de ces personnes-là. Et ce que l'avantage du roman nous permet de voir, c'est justement ça, qu'est-ce qui a pu être ces intentions des individus. C'est franchir un peu une barrière qui est celle de l'individualité et de l'esprit que, en histoire, une archive ne peut pas atteindre. Et la dernière citation, elle est extrêmement drôle. Donc c'est au moment de la mort du conseiller où ils disent il ne faut pas annoncer la mort du conseiller. Et effectivement, on sait que le conseiller, les villageois n'ont pas été prévenus de sa mort quand il a pris un obus, hein, il faut le dire. J'aime beaucoup. Vas-tu être aussi cruel? Ne serait-ce pas pire que les méchancetés des francs-maçons, puisque pour ces religieux aussi, les francs-maçons font partie de l'antéchrist. Alors donc pour vous montrer où se trouve Canudos, donc l'état de Bahia qui se trouve ici, et Canudos qui est dans la partie la plus au nord, et c'est là que s'est déroulé cet affrontement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu 4 expéditions militaires, une première d'une vingtaine d'hommes qui a été balayée, une deuxième avec à peu près 80 hommes qui eux aussi ont été balayés, la troisième et qui a été menée par le soldat qui est nommé colonel Morera César. Il avait à peu près un bataillon avec des canons. Ils étaient en supériorité numérique, mais ils ont été balayés proprement et simplement par les forces de Canudos. Et la 4e expédition, là par contre, ils sont arrivés avec des canons style canon de 75 énormes et qu'ils ont bombardé la ville. Ils ont fait un siège qui a duré à peu près 2 semaines, mais... et les autres, ceux qui voulaient sortir pour attaquer, se faisaient faucher par des mitrailleuses. Et on voit aussi cette description dans le roman où, en fin de compte, les forces républicaines prennent un peu à la légère ces individus qui ont une revendication et qui ne peut que faire écho avec ce qui se passe dans cette même période au Chili et au Pérou avec le Sentier lumineux. Et donc là, vous avez des représentations à gauche de Canudos, qui est tiré d'un dessin d'époque. Une des photographies qui ont été faites après l'événement, lorsque le village s'est rendu, et donc on voit des personnes qui ont été entassées avec au fond les soldats qui sont un peu en position de victoire. Et ce dessin ici, c'est une représentation du conseiller en train de prêcher face aux troupes armées. En fait, on voit bien, il est beaucoup plus grand parce qu'il est plus marquant. Alors enfin, la dernière présentation que je vais faire, c'est celle de la guerre des Cristeros. Alors, au Mexique, c'est un pays qui est totalement un peu particulier. Après la révolution qui a lieu de 1910 à 1920, le gouvernement met en place des lois extrêmement laïques et on peut le dire, spolie complètement l'Église de ses droits. En réaction, il y a des hommes qui se sont rebellés et qui ont créé ce qu'on appelait les Cristeros, donc qui sont en fait des gens qui vont se battre pour qu'on redonne des droits à l'Église. Alors par exemple, pourquoi marchez-vous si lentement? On va finir par s'endormir, vous n'êtes pas pressé d'arriver chez les Cristeros du 14e. Et ils avaient souvent l'habitude de crier Cristo et Viva Cristo Rey. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, si je parle de cet auteur-là, Juan Rulfo, c'est parce que dans ces 2 romans, il va mettre en toile de fond, cette guerre des Cristeros. Alors, comme on peut le constater, en 1929, c'est pas une petite guerre comme ça de quelques individus un peu illuminés. Comme on peut le constater, c'est toute la bande verte est contrôlée par les Cristeros. Et Juan Rulfo, lui, vient de la région du Jalisco et il va décrire, notamment dans le Llano en Llamas, donc le Llano en flammes, il va décrire dans plusieurs de ses nouvelles ce conflit qui va opposer les troupes républicaines aux troupes, on va dire, un peu plus catholiques. Et c'est véritablement une guerre civile qui dure pendant plus de 3 ans, où on a des affrontements entre des personnages qui sont croyants et qui vont se battre notamment avec un drapeau du Mexique et la Vierge de Guadalupe, comme on peut le voir sur la photo et avec cette représentation du drapeau. Mais c'est aussi un peu, pour Rulfo, une façon de remettre en avant des événements qui se sont passés dans sa région et qui ont, d'une certaine façon, marqué
la région et qui ont marqué les esprits du Mexique. Par exemple, Victoriano Ramírez, donc le 14e, comme il était marqué dans la citation, c'est un personnage qui a mené les troupes et qui est, en fait, tient son surnom du fait qu'il a tué 14 hommes alors qu'il s'échappait de prison. Donc cette description qu'il nous fait de ces événements nous permet d'une manière d'arriver à atteindre quelles ont pu être les revendications, quelles ont pu être les inspirations que ces personnes ont vraiment eues vis-à-vis de ces événements. Et on voit bien qu'entre chaque auteur, il y a un peu une interprétation particulière de l'histoire qui est, comme on a pu le voir chez Hugo, c'est plus, on va dire, une façon de remettre un idéal républicain, que chez les auteurs latino-américains, il y a un peu cette utilisation de l'histoire, mais aussi dans un but plus de, non pas forcément de mémoire, mais d'inspiration et de remontrer un peu quel pourquoi, en fin de compte, de s'intéresser au pourquoi du comment. Alors, en conclusion, je vais faire bref. Ce qu'on peut dire, c'est que l'utilisation de la littérature en histoire n'est pas un fait, n'est pas une absurdité. C'est au contraire quelque chose d'extrêmement intéressant, puisque ça nous force, comme dit Carlo Ginzburg, à écrire le vrai à partir du faux. On peut très bien, à partir de fausses informations, écrire l'histoire vraie. Ce sont, comme on dit, des représentations. Donc, c'est-à-dire, c'est un imaginaire qui sont présentés par les auteurs, mais qui portent, comme on dit, des connaissances en attente d'interprétation. On peut très bien interpréter littéralement, on peut très bien interpréter en disant « Ah, bah, cet auteur, il est de tendance communiste, donc s'il parle comme ça, c'est... » Mais c'est aussi un peu la représentation qui est faite de l'événement. Par exemple, on citait Michelet. Michelet a une vision de l'histoire extrêmement romanesque, qui n'est pas le cas, par exemple, des historiens des Annales, qui, eux, ont une vision de l'histoire très économique et très basée sur la comparaison sociologique. Je cite Ivan Jablonka qui dit aussi que le chercheur peut se faire entendre en tant qu'écrivain, c'est-à-dire que l'historien ne doit pas renier son côté écrivain, puisque nous autres chercheurs, plus qu'on va dire en sciences dures, nous écrivons, donc nous avons aussi cette capacité d'écriture qui est nôtre, mais l'écrivain peut aussi avoir ce côté, peut se faire entendre comme chercheur parce qu'il peut en même temps avoir il peut effectivement avoir un petit côté chercheur et apporter des éléments que l'historien ne va pas aller voir en particulier, puisque parfois ce sont les romanciers qui vont écrire avant les historiens. Et enfin, petite citation un peu révolutionnaire pourrait-on dire, rapprocher histoire et littérature, comme je dis, ça tient un peu pour beaucoup d'historiens de la Révolution, puisqu'on pourrait dire que l'histoire est une littérature qui se réécrit sans cesse, alors que la littérature est un peu une histoire figée dans la mesure où quand on écrit quelque chose, on ne va pas réécrire derrière ce qui a été fait. Je ne vous vois mal réécrire Les Misérables ou quelque chose comme ça en rapportant des éléments plus scientifiques. Et c'est là où effectivement l'intérêt, c'est que si on mélange les deux, on arrive à obtenir quelque chose qui reste complètement cohérent. Je vous remercie.